Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Thibodeau et je suis coordinateur du programme des approches fondatrices de nature ici au réseau environnemental Nouveau-Brunswick. Je serai votre hôte pour cette série. Un rappel que l'interprétation simultanée est disponible. Veuillez sélectionner le bouton d'interprétation Zoom approprié en bas de l'écran. Si vous n'avez pas besoin d'interprétation, restez ici dans le canal principal. Je vous rappelle que ce webinaire sera enregistré et partagé avec les participants à la fin de la série. Alors, commençons. De la vision à deux yeux sont essentiels pour assurer un avenir durable à notre planète. For those who do not Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas où je travaille, le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick a été créé en 1991. Il s'agit d'un réseau de communication qui relie une centaine d'organisations environnementales à but non lucratif de la province. Pourquoi le réseau travaille-t-il sur les solutions fondées sur la nature? Ils font la promotion des organisations membres et de leur travail, en particulier des associations de bassins versants et des groupes de citoyens. Également, pour qu'une telle solution soit efficace, la communication et la coopération avec de nombreux groupes différents, publics, privés, gouvernementaux, doivent être au cœur de la solution. Les solutions fondées sur la nature sont non seulement rentables et plus durables que les infrastructures grises conventionnelles, mais elles répondent également aux objectifs en matière de changement climatique et de développement durable. Alors, bienvenue à la troisième partie de cette série de 4 webinaires sur le thème Accélérer l'adoption de solutions fondées sur la nature. Merci de vous joindre à nous. Dès le début de la planification de série de webinaires, nous avons souhaité proposer des sessions structurées et informatives qui aideront les participants à acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour intégrer et accélérer avec succès l'adoption de solutions fondées sur la nature dans leur communauté. Elle vise à sensibiliser les participants aux avantages de la mise en œuvre des solutions climatiques pour la nature, fournir des études de cas et des exemples pratiques d'intégration réussie de projets d'infrastructures vertes et discuter des avantages financiers, environnementaux et sociaux des solutions fondées sur la nature, notamment les coûts évités liés aux phénomènes météorologiques extrêmes et la réduction des responsabilités. Dans cette optique, nous avons développé cette série de webinaires en 4 parties. Continuons alors avec la partie 3. Alors, la partie 3, l'engagement communautaire et la co-création. Nos deux intervenants d'aujourd'hui seront Michelle Saka, elle est directrice adjointe de l'équipe Action on Climate de l'Université Simon Fraser. Elle présentera la création de connaissances entre les secteurs. Il y a également Louisa Dongo, consultante principale et fondatrice de Carpathian Strip Incorporated. Elle discutera de la mise en place de voies solides et inclusives vers les solutions climatiques au niveau communautaire. Commençons par Michel, alors. Michel Saka. Michel est une scientifique environnementale qui travaille avec les municipalités et d'autres partenaires pour intégrer les solutions basées sur la nature et le changement climatique dans les politiques et les systèmes de gestion. Elle est actuellement directrice adjointe de l'équipe ACT, Action Climate, et un groupe de réflexion de la recherche et de la pratique basé à l'Université Simon Fraser à Vancouver. Merci d'être là. C'est tellement tôt sur la côte ouest. Alors, vous pourrez télécharger votre présentation.
Génial. Je vous cède la parole. Merci, Charles, de votre présentation. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un peu tôt ici, mais bon, je pense que je suis prête. Je suis ravi de vous parler de notre travail chez ACT. On applique la pensée des grands systèmes à l'action locale. Je suis basé sur le non-cédé des Musqueam Squamish et Tsleil-Waututh, ici, ce qu'on appelle actuellement Vancouver. Chez ACT, nous sommes axés sur la co-création des solutions avec les communautés et pour faire l'intégration des solutions basées sur la nature et axées sur la résilience à faible niveau de carbone. Nous traduisons la recherche en approche pratique pour les communautés. Et ce qu'on apprend en travaillant auprès des communautés fait une boucle de rétraction vers nos recherches à l'université, ce qui aide à façonner nos études à l'avenir au sujet des priorités dans le vrai monde et les vrais besoins dans le monde. J'ai parlé de la résilience à faible niveau de carbone. Ce n'est pas le sujet de la série de webinaires, mais ça vaut la peine de mentionner cela. C'est la voie via laquelle nous avons devenu impliqués dans les solutions forces de nature. Il s'agit d'identifier les actions climatiques qui abordent le risque, réduisent les émissions et ont des causes avantages, idéalement simultanément. Et lorsqu'on considère l'action climatique ainsi, les solutions forces de nature sont une démarche très utile, ça coche toutes les cases et il y a très peu de démarches climatiques qui cochent toutes les cases. Nous savons que les solutions forces de nature offrent beaucoup d'avantages. On peut présenter une valeur, on peut faire des études, des argumentaires à faire. Comment arrive-t-on à faire cela en gardant le système environnemental dans son sens plus large, intégré et intègre les besoins locaux? Comment facilite-t-on les travaux à travers les secteurs pour faire avancer les solutions fonds de nature dans nos collectivités? Je vais vous présenter le cadre pour y arriver. C'est appelé l'initiative des solutions naturelles. Alors, je vais vous présenter quelques courts exemples et un exemple plus approfondi. Nous sommes axés sur trois approches imbriquées pour la mise en œuvre des solutions fonds de la nature. À l'échelle la plus large, on parle de gestion fondée sur les écosystèmes. Et imbriqué là-dedans, il y a la gestion des actifs naturels et la mise en œuvre d'une infrastructure verte. Cet cadre-là va éclairer le restant de ma présentation. Je vais expliquer davantage au fur et à mesure. Commençons par le plus grand aspect, la gestion écosystémique. C'est la pensée systémique en fonction des bassins versants ou régionaux, faire le suivi des écosystèmes au fil du temps et ajuster les actions et gérer les risques pour évaluer le changement. Il s'agit presque toujours entre les compétences, ça exige la collaboration, la pensée à long terme. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fort dans notre système actuel économique ou politique. Voici quelques exemples. J'aime bien les exemples. C'est comme ça que moi j'apprends. Alors, je veux vous parler de l'un de nos projets avec la coalition environnementale de la péninsule de Saanich. Si vous ne connaissez pas cela, la péninsule de Saanich est située sur l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. Si jamais vous avez pris un traversier ou un vol vers Victoria en Colombie-Britannique, vous avez atterri sur la péninsule de Saanich. C'est juste au nord de Victoria. C'est le territoire des peuples Wasanich et c'est surtout rural. Beaucoup de nature, beaucoup de littoral, beaucoup d'agriculture. Il y a Sydney, BC qui est un peu plus développé comme municipalité. Et la coalition environnementale de la péninsule de Saanich est une coalition d'organisations communautaires et d'intendants environnementaux qui travaillent dans toute la péninsule. Ils partagent l'objectif de protéger et de restaurer les systèmes naturels de la région. SPEC travaille envers la mise en œuvre d'un cadre de planification biorégionale. La péninsule n'est pas une grande zone,
Mais il y a 3 différents gouvernements municipaux, un district régional, 3 réserves Wasanish. Il y a des terres qui ont été redonnées au peuple Wasanish et en fiducie et un aéroport. Si vous avez un aéroport dans votre compétence, ce sont des terres fédérales, vous le saurez bien. Du point de vue écologique, même dans une petite zone, il y a un grand besoin de collaboration et un écart en matière de capacité. Chacune des organisations individuellement est plutôt petit. Alors, le cadre de planification biorégionale de SPEC a 3 priorités: l'intégrité écosystémique, la collaboration avec les compétences et le point de vue communautaire, ce qui pilote le tout. Et ce qui est très puissant dans ce cadre-là, ce n'est pas juste écologique. On tient compte de la communauté, des groupes d'intendance locaux, les gardiens du savoir local et les résidents et d'identifier des priorités, des pressions et les occasions sur le terrain. Et SPEC est de traduire l'intendance communautaire vers des impacts régionaux. Ainsi, on s'assure que le savoir local peut éclairer la planification dans son sens plus large. Voilà quelques activités de la SPEC. Les groupes membres mènent sur le terrain. Ce n'est pas le rôle de SPEC. SPEC fait des sondages publics, ils organisent des événements, on connecte les gens à l'idée de la biorégion. Ils font venir des experts, ils font le suivi des progrès quant à la mise en œuvre de la planification biorégionale dans les plans officiels communautaires et d'autres politiques. Et à tous les 4 ans, ils rassemblent toutes ces connaissances-là pour éclairer les élections municipales. C'est là où nous apportons notre aide. Ces coalitions ont tendance à manquer des ressources. Alors, on peut demander du financement pour les recherches et les élèves peuvent les aider avec le travail. Et là, le SPEC peut influencer le doctorat ou la maîtrise de cet élève-là. Alors, c'est vraiment une relation de collaboration. L'un des exemples, il y avait un élève de maîtrise, on a fait un sondage public, un travail de sensibilisation quant à des événements communautaires, cette mise en œuvre municipale de la planification biorégionale. Nous étions beaucoup axés sur la collaboration entre les compétences. Et l'une des choses que nous avons tous appris dans ce sondage-là, les résidents qui ont accepté de faire le sondage, à qui on a pu parler, la plus grande préoccupation, c'était pas le manque de politique, mais un écart entre ce qui est rédigé dans la politique, ce qu'ils comprennent comme étant rédigé, et ce qui se passe sur le terrain, véritablement. Et ça change le travail de sensibilisation de SPEC. Ainsi, ils cherchent davantage de travailler davantage au niveau des projets, pas juste au niveau de la planification. Oui, la politique, c'est important, mais lorsqu'on fait la mise en œuvre des projets, ça doit impliquer de la collaboration avec les municipalités. On cherche à prendre le dessus sur les projets, quant aux projets écologiques, notamment les évaluations de la zone supérieure des forêts et encourager les gens qui travaillent dans les municipalités d'œuvrer ensemble sur ces projets-là, ainsi que des projets de restauration et ainsi de suite. Un autre apprentissage que moi, je voudrais évoquer, vous avez peut-être vu au début, j'ai parlé de bassin versant et de biorégion. Chez ACT, nous avions vraiment promulgué de faire du travail à l'échelle du bassin versant. Et franchement, on va catégoriser ce projet-là dans notre financement comme un projet à l'échelle des bassins versants. Mais ce qu'on a entendu de nos partenaires, des partenaires de SPEC et des membres de la communauté, c'est que l'idée d'un bassin versant, ça ne les rejoint pas. On les a présenté des cartes dans le district régional, vous pouvez le voir dans ce diapo-là. On avait présenté aux gens pourquoi les bassins versants sont importants. Mais il y a au moins 22 petits bassins versants dans une très petite péninsule. Et la communauté, bon, ils ne s'identifient pas à ce concept-là. Ils sont fiers, en fait, de faire partie d'une péninsule en tant que biorégion. C'est un écosystème très unique, avec plusieurs écologies très uniques. Nous avons beaucoup appris dans ce projet-là. Maintenant, on met l'emphase sur le fait qu'on considère le type d'unité écologique
au niveau de l'échelle de la gestion écosystémique et de la plus logique pour la communauté. Si vous allez travailler avec une communauté, ce n'est pas toujours à l'échelle des bassins versants. C'est peut-être un des avantages clés de la co-création quant à les solutions fondées de la nature et de la communauté. On peut toujours faire évoluer nos perspectives ensemble. Je veux également évoquer un autre exemple de la gestion écosystémique, c'est les indicateurs de santé de résilience des bassins versants. Je passe, bon, c'est vrai que je viens d'évoquer l'idée que les bassins versants ne sont peut-être pas jouer à la meilleure échelle, mais bon, mais on apprend constamment et les bassins versants sont toujours importants dans certains contextes. Maintenant, nous sommes axés sur l'intégration de la biorégion dans la discussion. Alors, il s'agit de repenser le savoir de qui, à quel point ça compte. Euh, euh, c'est du travail initial qui travaille avec des érudits autochtones pour lier les systèmes basés sur le lieu avec la gestion écosystémique. C'est-à-dire que les indicateurs, ce n'est pas toujours basé sur les données biophysiques, la qualité de l'eau ou le couvert végétal. Ça peut être éclairé par de longues relations avec la terre, des observations, des connaissances saisonnières et des observations saisonnières qui est le fruit de générations. Alors, les indicateurs de l'eau est axé sur la science occidentale. Cela met l'emphase le potentiel de co-créer des indicateurs avec des membres de la communauté autochtone, des indicateurs avec lesquels on peut vraiment repenser les systèmes de savoir. Par exemple, l'odeur ou la continuité des pratiques de récolte, le nombre d'initiatives qui peuvent centrer le savoir traditionnel de concert avec la science occidentale pour avoir un point de vue plus cohérent sur la gestion écosystémique. Et c'est également une belle occasion de bâtir des relations et une occasion pour nous d'être silencieux et d'être à l'écoute plus qu'on s'exprime. Alors, je vais parler des deux autres démarches clés intégrées à la gestion des actifs naturels d'abord. C'est la pratique qui consiste à identifier, évaluer et gérer les actifs naturels afin de fournir des services municipaux essentiels. Nous cherchons à obtenir faire que des solutions fausses de nature qu'elles soient appréciées comme toute autre infrastructure chez les municipalités. Qu'il s'agisse d'une forêt qui offre des occasions de loisirs ou une terre humide qui fait la gestion des eaux pluviaux. On veut que ce soit essentiel dans la prise de décision et qu'ils tiennent compte de cela dans le plan de gestion des actifs et financé dans les budgets municipaux et maintenus au fil du temps afin de pouvoir continuer d'offrir ces services-là. L'un des beaux aspects de la gestion des actifs, c'est la procédure elle-même, fait qu'on a besoin d'élaborer des niveaux de service qui commencent au niveau communautaire. Et là, on peut rentrer dans les mesures techniques. Parfois, je suis coupable de vouloir sauter directement aux mesures techniques, mais on doit commencer par la communauté et la procédure place la communauté au cœur des discussions sur les services. C'est bien beau, mais comment ça marche du côté pratico-pratique? Nous avons identifié deux approches fondamentales et complémentaires. D'abord, l'intégration des actifs naturels dans la planification traditionnelle de la gestion des actifs. C'est la pratique d'intégrer les terres humides et les arbres urbains, etc., au même niveau que les chemins et les installations. Il y a plusieurs municipalités au Canada qui ont fait cela. Le Canada est un leader, un chef de file mondial quant à ce sujet et on peut apprendre de plusieurs des municipalités, notamment les municipalités de toutes les tailles en Ontario. Il y a un règlement qui a beaucoup aidé à mener la barre là-dessus. Et la deuxième démarche fondamentale, c'est intégrer les actifs naturels dans d'autres politiques, plans et règlements municipaux. Je ne vais pas trop insister sur ce sujet-là, mais si vous voulez en apprendre davantage, il y a un lien vers un rapport. Charles va vous envoyer les diapos par la suite. Et l'une des façons
que la gestion des actifs naturels évolue rapidement. C'est par l'entremise de la technologie. Les applis, on voit beaucoup d'applis. C'est plus facile de comprendre la nature qui nous entoure, là où elle se retrouve. Moi, je trouve que même des petites communautés avec des capacités limitées peuvent maintenant se mettre à faire des inventaires des arbres parce que les membres du personnel, même sans une formation spécialisée en sylviculture, peuvent utiliser des applis pour faire cet inventaire. Ça vous aide à identifier les différentes espèces d'arbres. C'est quand même passionnant. Ça ouvre la porte à la science communautaire, la science citoyenne. Ce n'est pas nouveau. Cette initiative-là existe depuis bien longtemps. Mais finalement, l'occasion d'intégrer complètement les données dans la prise de décision municipale augmente. La précision des données augmente rapidement à l'aide de la technologie. Alors, la dernière démarche en matière de solutions foncières nature, ce sont les infrastructures vertes. C'est la planification mise à l'échelle d'écosystèmes artificiels ou aménagés, tels que les arbres de rue, les jardins pluviaux et les toits verts. La définition d'une infrastructure verte, ça varie en fonction de là où on se retrouve au Canada, mais pour les fins de notre cadre, nous sommes axés au niveau des solutions pour la nature au niveau local et communautaire. C'est bien aligné. C'est pas juste une question de gestion des eaux pluviaux. Voici un exemple. C'est une photo avant et après dans mon voisinage à Vancouver. Il y avait une rue qui avait été bloquée depuis des décennies et on l'utilisait à peine. Les gens l'évitaient en fait lorsqu'ils marchaient. Nous l'avons transformé dans une voie verte, des jardins pluviaux et des belles zones avec de l'herbe. Mes enfants adorent faire de la bicyclette. Il y a des gens qui font du jardinage, qui maintiennent les jardins. Auparavant, on n'utilisait pas, mais maintenant, c'est un bel espace pour créer des connexions avec nos voisins. Oui, les jardins pluviaux, on fait la gestion des eaux pluviaux. Et oui, la végétation refroidit la zone et soutient la biodiversité. Ça crée également de la résilience sociale dans nos collectivités. Et lorsqu'on utilise des solutions fonds de nature pour créer des espaces où les gens veulent passer du temps, où on va à la rencontre des voisins, où les enfants jouent, où les gens se sentent en sécurité en train de faire de la bicyclette. Il y a un plus fort sentiment d'appartenance et la connexion sociale compte lorsque l'on est stressé. Qu'il s'agit de la chaleur extrême, nous avons connu cela en 2021, des pluies lourdes, de grandes pluies ou une catastrophe naturelle. Les voisins qui se connaissent sont plus susceptibles de se soutenir et de partager des infos. Et on a entendu ce message-là dans notre travail auprès des communautés. Nous avons intégré des discussions quant au développement des logements. Alors, lorsqu'on parle de solutions fonds de nature, nous passons des aspects techniques et des avantages liés à la biodiversité, et des messages qui sont davantage axés sur les gens quant à la résilience. On peut en faire la mise en œuvre au niveau du voisinage. On peut également faire des développements multifamiliales. Lorsque le logement devient plus dense, il nous faut plus de logements. Comment intégrer les solutions fondées sur la nature, pas juste pour les avantages liés aux eaux pluviaux, également pour les avantages liés à la résilience sociale. Alors, merci bien, Charles et toute l'équipe, de m'avoir accueilli. Merci bien de l'occasion de vous adresser la parole. Merci bien, Michel. Fantastique. S'il y a quelqu'un qui a des questions, nous avons quelques minutes. Sinon, ça va. Oh, peut-être que on peut garder les questions pour Michel et Louise après la présentation de Louise. Je ne vois pas de main levée. Alors, passons à autre chose. Je repartage mes diapos. Et maintenant, je vous présente Louise Adongo. Louise
possède une vaste expérience dans les domaines du changement des systèmes, des politiques, de l'évaluation, de la planification stratégique et de la gouvernance. Elle aide les municipalités à comprendre pourquoi les plans climatiques sont souvent bloqués et comment surmonter ces obstacles. Elle souligne l'importance de favoriser la collaboration entre les municipalités, les organisations communautaires et les résidents locaux et veille à ce que les stratégies climatiques soient non seulement durables, mais aussi inclusives et axées sur la communauté. J'ai vraiment hâte à cette présentation, Louise. Je vous cède la parole. Vous pourrez partager vos diapos. Merci bien. Alors que je partage mon écran, je fais ceci. Il y a un beau chat ici, ou un chaton. Il se peut que le chaton saute sur moi lors de ma présentation. Si je sursaute, c'est ça. C'est la raison. Je ne sais pas si j'ai bien compris comment surmonter les obstacles, mais il y a différents groupements communautaires et je peux quand même vous présenter mes expériences avec eux. J'espère que ma présentation ne va pas être bien longue. J'espère avoir le temps pour la discussion et je veux me rappeler de parler plus lentement et de prendre des respirations. J'apprécie bien parler après Michel. Alors que vous écoutez les deux présentations ensemble, vous verrez qu'ils sont complémentaires. J'ai écrit ceci parce que c'est vraiment axé sur ce que je vais dire. Michel a parlé les connaissances de qui compte et on a partagé des exemples de ce à quoi ressemble cette connaissance-là. Une grande partie de, de la sensibilisation pour une meilleure participation de la communauté, c'est ça. Les gens ne veulent pas qu'on leur lance du langage technique. On veut que les gens réunissent avec nous et qu'on écoute leurs préoccupations, leurs peurs, qu'on explore leurs besoins, à part les façons que l'engagement ça arrive habituellement. Alors, pourquoi l'engagement est-il important? C'est quoi l'écart en matière d'engagement? Vous parlez un peu du continuum IAP2. Plusieurs d'entre vous, si vous êtes dans la salle, du point de vue d'engagement, vous connaissez ça. Et je vais vous parler un peu de fiabilité et confiance. J'ai présenté quelques exemples de cas néo-brunswickois pour en faire le modèle de ce que je veux dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi-même, je ne connais pas les détails. Les organisations impliquées sont nommées dans les exemples. Alors, je vous encourage, ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus, de communiquer avec eux. Alors, pourquoi l'engagement communautaire est-elle importante? J'espère qu'on peut tous entendre que c'est important et j'espère qu'on s'entend tous quant à ce qui est écrit ici. Les solutions ou les adaptations ou arriver à un lieu où les gens sentent qu'ils font partie de ce qui se fait faire, que c'est fait avec eux, pas euh, à leur endroit. La définition de la communauté et la profondeur et la variété euh, comptent. L'engagement réduit la résistance, renforce la confiance et transforme les plans en action. Pour rentrer dans les communautés, lorsqu'on s'engage, on cherche à s'engager au niveau climatique, mais on a quand même, disons qu'on n'a pas, c'est pas engagé auprès d'eux pour autre chose. Alors, la co-création, faire passer la relation, les dynamiques de la relation, comment on s'engage auprès des communautés de la part des gens au niveau gouvernemental et notamment les municipalités qui veulent faire la prise de décision et créer des plans au service des communautés, mais parfois c'est mal communiqué. L'autre raison pourquoi c'est important que cela intègre les voix communautaires de façon significative. Il y a beaucoup d'engagements dans lesquels j'ai participé ou j'ai assisté ou que j'ai vu sur des affiches qui ne respectent pas le seuil de la signification. À Halifax, par exemple, on voit des affiches où là, on fait de la planification de redéveloppement dans un parc, un stationnement arrière d'un Walmart que les résidents ne verront pas. Alors, c'est pour qui cette affiche-là?
Si on est en train de conduire, on ne s'arrête pas pour le lire, on n'arrive pas à comprendre les infos là-dessus. Alors, un engagement significatif, j'insisterai là-dessus en fait. Et il s'agit d'établir des voies formelles et informelles. Vraiment, il y a plusieurs gens qui ne veulent pas faire l'engagement communautaire. Ça signifie créer des relations, ça signifie réserver le temps pour le faire. Ça prend du temps de nature informelle. Ça se peut que vous deviez engager de plusieurs façons à plusieurs reprises avant de voir du progrès. C'est un aspect dissuasif. Alors, établir des voies formelles pour accompagner des voies informelles est important, et c'est important. Et on va les retrouver dans certains des exemples présentés. Les gens qui sont représentés autour des comités et des tables rondes et qui ne se présentent pas doivent être suivis. Il y a des gens qui ont le temps, l'argent, la capacité. Ils ne vivent pas dans la précarité. Euh, il y a des tables rondes qui se passent des moments de la journée où ils sont disponibles. Il y a d'autres gens qui prodiguent des soins, des parents qui ont de la distance à se déplacer. Mais ce n'est pas parce qu'on a une voie formelle, ça ne signifie pas qu'on ne doit pas tenir compte de qui peut se présenter et pourquoi. L'apport des résidents doit avoir une influence sur les décideurs. Décisions, pas juste à inclure dans le rapport. En fait, hier ou avant-hier, le conseil avait des voix communautaires qui pouvaient s'exprimer lors d'une réunion du conseil. C'est bien. Je suis sûr que les résidents se sentent bien en s'exprimant auprès du conseil. Moi, j'ai participé alors, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? C'est quoi l'objectif de ce euh, réunion publique? Où sont les données à long terme que quelque chose, il y a des aspects qui se passent en fonction des propos des gens. Alors, pour terminer, l'engagement est une relation à long terme. Ce n'est pas du speed dating, ce n'est pas une consultation ponctuelle, ce n'est pas réactif. Pour certaines communautés, la seule façon où il peut y avoir de l'action, euh, c'est en faisant des blocus, en montrant qui sont fâchés, le militantisme, il y a différentes relations que différents groupes citoyens ou les nouveaux gouvernements entretiennent avec cela, où c'est un combat. C'est pas forcément la façon qu'on veut que l'engagement compte. Les communautés qui ont arrivé à ce militantisme, ils ne veulent pas cela non plus. Ils ont essayé plusieurs façons et ça ne marche pas. Ils en sont là. Il y a des communautés qui sont uniquement engagement dès qu'il y a des infractions ou une amende ou il y a un règlement municipal qui permet ou ne permet pas quelque chose. Ça, c'est encore de l'engagement, je vous dirais, mais on doit clarifier que lorsqu'on dit engagement, il y a des versions positives d'engagement et des engagements qui sont réactifs et où l'on manifeste contre quelque chose. Sur, sur le plan des relations non linéaires et itératives, sur le plan de la confiance, c'est la capacité d'être franc plutôt, de bâtir des relations qui peuvent tolérer la déception. On hésite de s'engager, parfois parce qu'on n'est pas certain ce sera quoi la dynamique et la transition de la dynamique au sein de la communauté et de différentes façons qu'on voit la communauté. Je ne veux pas tomber dans le piège de ce qu'on dit communauté, c'est un monolithe, c'est un seul groupe de gens. Par contre, l'objectif des relations à long terme, c'est que des signaux quand les gens sont déçus et un manque d'insatisfaction. Et on les voit plus tôt. Et on peut les gérer différemment euh, que uniquement réagir euh, une fois que la relation est brisée. Alors, il s'agit de parler des limites de façon franche de financement, les limites techniques et juridiques, et dire lorsque la science a tort ou que le contexte a changé pour les donner à l'appui. Plusieurs gens peuvent tolérer bien lorsque les gens se présentent comme des humains et s'excusent et ils apprécient le fait qu'il peut y avoir une déception quant à un engagement qui n'a pas été
suivi. C'est lorsqu'il y a un genre les gens qu'on parle de leurs intentions, intégrer le vécu. Et là, je vais faire la transition vers l'autre élément. À qui parle-t-on? À qui ne parle-t-on pas? La tendance de parler aux gens en fonction du pouvoir dont ils détiennent, peu importe comment on détermine le pouvoir, c'est à l'interne. Si je passe aux municipalités et les décisions quant à économique et la fiscalité, le retour sur l'investissement, comme disait Michel, et j'aime bien les différentes façons que les actifs naturels peuvent être liés et inclus dans la gestion des actifs. On doit se mettre à comprendre qu'il y a une certaine valeur dans l'engagement communautaire. C'est pas une chose qu'on fait en se roulant les yeux parce qu'on nous demande de le faire. Cela contribue, cela soutient à, à la vie communautaire qu'on cherche à obtenir. Il s'agit d'être bons voisins. Et disons, je ne sais pas si les municipalités ou les paliers se voient comme des voisins dans les communautés dans lesquelles ils se retrouvent. Je voudrais bien que ce soit le cas. Ils ont un énorme impact quant à leur puissance. Et le fait d'être bons voisins signifie que ceux qui ont plus grand niveau de pouvoir et une capacité d'avoir des impacts devraient prendre plus de temps que d'autres pour bâtir le pont de l'engagement. Combiner les réalités techniques avec les besoins de la communauté, je ne dis pas que c'est simple. En fait, j'ai un parcours scientifique, je suis biochimiste, je comprends que les données probantes scientifiques sont pas faciles à communiquer dans une réunion. Mais il y a comme des façons pour y arriver afin que les gens comprennent. Oui, ça va prendre du temps. Oui, cela exige euh, une plus longue planification et davantage d'intention. Ça ne signifie pas que ce n'est pas utile et qu'on ne devrait pas refaçonner la façon qu'on mène ces procédures-là. Sans une compréhension commune, les décideurs politiques peuvent passer à côté des réalités vécues. Et je ne pense pas avoir vu sur le plan public ou le fait d'avoir reconnu cela, je voudrais en voir davantage. C'est pas juste une question de montrer constamment qu'on avait tort, mais de passer à un autre récit. Oui, il y a de la valeur associée au vécu, et voilà, c'est comment cela façonnait la chose. Un exemple, je ne suis pas sûr pendant combien de temps ça sera un exemple positif, mais je vais le partager quand même. Il y a une série de barrages en Californie euh, qui ont été éliminés. Et les gens hésitaient de voir ce qui se passait si les poissons allaient revenir. Dans moins de 18 mois, les saumons sont revenus. Je ne sais pas à quel point que ce sera positif. Et là, les gens font la pêche illégale, des saumons qui reviennent, qui font la fraie. Euh, c'est un bel exemple. Je voudrais voir là où c'est écrit. Certains des ingénieurs impliqués ont gagné un prix. Je voudrais en savoir davantage. Même s'il y avait un certain scepticisme, on pensait que la récupération du système de rivière allait prendre bien longtemps. Mais en fait, cela s'est produit. Ainsi, cela soutient les communautés et les établissements dans le monde entier de souligner les exemples positifs. On ne parle probablement pas aux gens à qui on devrait parler. On n'entend pas suffisamment d'exemples positifs qui représentent ce qui se passe lorsqu'on fait cela. Je vais vous parler de l'IAP2, l'Association internationale pour la participation publique. La participation publique et l'engagement communautaire ne sont pas synonymes, mais je veux quand même souligner cela afin de clarifier pour ceux d'entre vous qui ignorent cela. Et un rappel pour les gens qui ont leurs agréments IAP2. Je sais que les titres sont importants et je pense que c'est un beau titre pour l'engagement communautaire. Passer des sessions d'information à la consultation en passant par la co-création, c'est important à mon avis. Et quant à l'engagement communautaire, selon moi, qui est inclusif, qui est équitable, qui tient compte du savoir de qui compte, le type de savoir qui fait la transition en matière de dynamique de pouvoir. Quant à l'objet de la consultation, qui demande la consultation, c'est la réunion de qui, ça se passe pourquoi. Et ça crée une appartenance partagée aux solutions et aux problèmes.
j'ai mis la complexité du problème, de ce qu'on aborde. Ça peut, ça peut nous tenter, mais ce n'est pas utile de penser des solutions uniques. C'est là où on connaît des difficultés et comment on devient emprisonné, euh, notamment les éléments extraordinaires dans la communauté. Je partage cette diapo-là à chaque fois que je planifie l'engagement communautaire. Je l'ai identifié, c'est quelqu'un du Royaume-Uni. C'est le site web de quelqu'un du Royaume-Uni. C'est adapté du modèle IAP2 de Paul Venez. Désolé si vous ne pouvez pas le lire, mais vous verrez les infos. C'est la Oasis School of Human Relations. Cela démontre pourquoi la transition et ce qui se passe lorsqu'on fait la transition. Il y a des gens qui avaient des préoccupations sur le mot autonomisation. Les gens ont un pouvoir inhérent. C'est soit qu'on en fait une abstraction ou qu'on l'ignore ou l'invisibilise. Mais je veux que vous le voyez. C'est utile pour faire le suivi, pas juste comprendre l'importance de l'engagement communautaire et le pourquoi, utile pour faire le suivi là où vous en êtes sur l'échelle de l'engagement. Et ce que vous voyez dans le travail que vous faites en matière de solutions fonds de nature en fonction de votre suivi de l'engagement. Je veux parler de la confiance et de la transparence, que la confiance est dynamique, ce n'est pas statique. Dans des discussions récentes, dans le cadre de certains projets auxquels j'ai participé, on a hésité, les municipalités ont hésité, différents paliers de gouvernement, différentes organisations ont hésité de faire de l'engagement communautaire, étant donné qu'on craint que les attentes ne sont pas raisonnables. Je comprends cela, mais je pense qu'il y a quand même de la valeur de l'engagement communautaire, même pour le simple fait de dire, bon, peu importe la version, une réunion publique, un atelier de 2 heures, la conception, peu importe c'est quoi la conception idéale de l'engagement, si on est préoccupé que on est, on craint que les attentes sont trop élevées, mais c'est quand même utile, étant donné de se séparer des membres de la communauté, ce n'est pas utile, mais de parler uniquement à certains et ne pas établir des relations internes pour comprendre le vécu des communautés, ce n'est pas utile. Je veux également dire, en tant qu'être humain qui vit au Canada Atlantique, en fait, je ne savais pas que les gens allaient être partout au Canada. Je pensais que ça juste être le Nouveau-Brunswick. J'ai fait mes études à Mount Allison. Les gens qui travaillent dans les municipalités sont également la communauté. Vous allez vous voir lors d'événements sportifs, en circulant là où vous vivez vos vies. C'est presque une séparation invisible, bien que je la comprends. Vous êtes professionnel, la vie professionnelle et personnelle sont quand même séparées, mais la transition, même si vous vivez votre vie en communauté, peut-être que vous ne parlez pas à tout le monde en communauté. Nous avons tous nos secteurs sociaux. Alors, la façon qu'on se met à prendre davantage au sujet de ce qui se passe dans votre zone géographique, votre zone temporelle, parfois certaines communautés ne sont pas basées sur un lieu géographique, c'est basé sur des intérêts. C'est en bâtissant la confiance à travers la transparence, prendre le temps d'être visible. Et je dois souligner et maintenir la confiance auprès des autres. Michel a soulevé cela sur des instances de tierces parties qui ont des relations plus saines avec certains sous-groupes dans la communauté avec lesquels vous voudrez vous engager. Veuillez bien utiliser ces intermédiaires-là. Il y a certaines personnes qui diraient qu'on ne veut pas. Et je sais qu'il y a un risque d'endommager les relations que ces gens-là ont auprès de leur communauté. Mais l'avantage, par contre, c'est qu'ils comprennent les groupes communautaires avec qui ils ont des relations et peuvent traduire et interpréter le contexte. Ça se peut qu'il y ait davantage de tort. On n'a pas travaillé avec des tierces parties. Alors, je veux quand même insister là-dessus, à moins que ce soit à moins que ce soit pas clair. Instaurer la confiance, on n'en parle pas suffisamment lors de l'engagement. Alors,
je veux montrer qu'on doit rendre visible la dynamique du pouvoir et on doit comprendre que parfois les réactions et les façons où les gens, la communauté se présentent quant aux formes de l'engagement communautaire que nous avons conçu est en fonction de l'instauration de la confiance qu'on doit bâtir de façon dynamique. Même s'il y a un bris, on peut le réparer tant que tant qu'il y a une intention et un engagement de le faire. Certaines des choses, j'ai l'impression que vous le savez, mais j'avais l'impression que si je ne l'avais pas mis dans une diapo, que ça n'ira pas. Alors, considérez les niveaux de littératie, les langues, les cultures, tenant compte des traumatismes, quant aux exemples choisis. Je vais parler de la co-création dans cette diapo. J'ai déjà montré ce continuum-là. Et voilà, c'est là où travailler à instaurer la confiance auprès des autres, commencer à intégrer les perspectives, par intégrant les perspectives de la communauté, c'est important, comme disait Michel. Et le dernier point est très important, c'est ce que Michel et moi-même ont dit. Devenez des courtiers du savoir, pas seulement des diffuseurs. Soyez intéressés au type de savoir qui ne sont pas techniques, ceux avec lesquels vous êtes les plus à l'aise. Qu'est-ce que ces savoirs-là, qu'est-ce que ces sagesses-là démontrent, qu'est-ce que ça raconte, pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi est-ce que ça compte quant à ce qu'on cherche à faire. Et faites le pont, créez des voies structurées euh, en tant que pont, tout autant qu'il y a des instances de tierces parties de confiance avec qui vous avez travaillé. Les gens qui participent au webinaire peuvent être un pont de confiance vers ce qui est plus technique. Il faut identifier les groupes sous-représentés des contenus multilingues dans plusieurs parties du Canada où les premières et deuxièmes langues ne sont pas l'anglais et le français, bien qu'on peut tous parler de comment il devrait l'être. Le risque de manquer de communiquer auprès des gens parce qu'on ne reconnaît pas que c'est un enjeu. Certains d'entre nous, pendant la COVID, on a reconnu cela. On a présenté toutes sortes de contenus quant au vaccin de la pandémie dans plusieurs langues. Alors, continuons sur cette voie, malgré le fait que ce n'est pas la pandémie. Prenons les leçons tirées de l'engagement communautaire apprises lors de la pandémie. C'est pour soutenir la participation. Il peut y avoir une hésitation d'offrir des soutiens, mais le risque, c'est qu'on s'engage uniquement auprès des gens qui ont le privilège d'avoir les soutiens nécessaires. Alors, offrir les soutiens, c'est une démarche inclusive et équitable qui n'apporte pas un parti pris quant à l'engagement. Voilà les exemples que je vais partager. Tantramar et IOS, c'est un exemple d'un groupe tierce de confiance à Port Elgin. Le bassin versant de Chignecto, le parc naturel Riverview Mill Creek, le tableron du maire de Sackville et le Conservation Council Art Project. J'ai ajouté des projets basés sur l'art. C'est un autre regroupement, une autre communauté qu'on n'inclut pas souvent, le secteur de la création. Souvent, on les néglige quant à l'engagement pour le travail qui se passe. Et par contre, les membres de la communauté de création font partie de la communauté et pour aider à traduire et à générer, à visualiser. Il s'agit également des groupes qu'on doit consulter tout court. Ils vivent et travaillent dans les communautés dans lesquelles on se retrouve. Alors, je voudrais souligner les arts quand même. Et j'aurais tort de ne pas mentionner ses préoccupations et ses limites. L'engagement est relationnel, émergent et dépendant du contexte. Les exemples sont illustratifs et non exhaustifs. Il faut certainement porter attention au rapport de force et faites de votre mieux. Ne visez pas la perfection. Il s'agit d'un continuum. Et veuillez reconnaître que les voies informelles, populaires ou marginalisées parfois assez transitoires et pas suffisamment définitives, où vous pourriez accéder à un porte-parole. Alors, je reconnais cela. Par contre, ça vaut la peine de considérer
qui s'est beaucoup exprimé, qui ne s'est pas exprimé. Et il s'agit d'agir pour inclure le silence. J'ajoute, comment savez-vous où vous en êtes en matière d'engagement communautaire? Alors, je présente deux barèmes pour faire le suivi. C'est le tableau de bord du spectre IAP2. Les autres cotes sont assez bonnes. Les données probantes, c'est des instances consultatives. Les décisions n'ont pas été autonomisantes étant donné les rapports de force et les écarts quant aux occasions pour améliorer le partage du pouvoir dans les comités consultatifs et les tables rondes. Voilà, c'est un tableau de bord. Euh, il y a celui-là qui sur la réactivité contextuelle, c'est la valeur de travailler avec des instances de confiance. Oui, avoir un rôle dans l'engagement, ne pas présumer que ça doit uniquement être dans deux directions. Il y a plusieurs parties impliquées et parfois c'est ainsi qu'on peut maintenir et réparer une relation de confiance et de fiabilité et avoir des signaux précoces pour savoir ce qui se passe en maintenant des communications, des canaux de communication. Euh, vous aurez le diapo plus tard. Voilà, ce sont des façons que vous pouvez évaluer votre niveau d'engagement. Cette présentation fournit quelques éclaircissements sur pourquoi l'engagement est important, à quoi il ressemble ou ne ressemble pas, comment obtenir un soutien durable du public grâce à des actions de sensibilisation inclusive, des conceptions et des mises à jour transparentes qui garantissent que les solutions reflètent les priorités. Alors, pas juste une seule rencontre et les gens n'ont pas eu vent de vous pendant 18 mois. Et s'assurer que les solutions reflètent les priorités locaux et les expériences vécues. Et on termine avec des outils pour faire le suivi de nos efforts et qu'on cherche à faire le mieux possible plutôt que la perfection. Faire notre mieux plutôt que la perfection. Merci bien, Louise, et Michel aussi. Je vais repartager mon écran. Avez-vous des questions pour nos intervenants? Ta De rien. présentatrice également. C'était excellent. Euh, et voilà, merci pour cette interjection. Thanks to everyone. On accuse un certain retard. Alors, si vous avez des questions pour Louise et Michel, communiquez-moi les questions et je communique avec eux. Nous étions axés sur l'engagement communautaire et la co-création. Aujourd'hui, Louise et Michel nous ont montré comment utiliser la participation, planification participative pour s'engager auprès des et sensibiliser le public aux avantages des solutions pour la santé, la résilience, la qualité de vie et autonomiser les gestionnaires locaux et les initiatives scientifiques citoyennes. Cela devient de plus en plus disponible. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour la quatrième partie, connaissances données et renforcement des capacités, où nous intervenons Armin Nika de Climat Atlantique et Amanda Marlin de Climat Atlantique. Ce sera la journée Climat Atlantique la semaine prochaine. Présentons le travail visant à améliorer la compréhension du changement climatique et à développer l'expertise locale grâce à la formation et à l'apprentissage entre pairs. Avant de quitter le sujet, engagement communautaire et co-création, j'aimerais souligner certains travaux réalisés par notre autre partenaire organisateur du webinaire, Nature Canada. Si vous en avez l'occasion, jetez un coup d'œil au site web de Nature Canada. Vous trouverez de nombreuses informations intéressantes, notamment une carte des projets
des solutions Fonds de sa nature. Si vous ou votre groupe travaille déjà sur une solution climatique Fonds de sa nature dans votre communauté, soyons ravis que vous partagiez votre projet. En soumettant votre initiative sur cette carte des projets, vous pouvez contribuer à inspirer d'autres groupes à travers le Canada. Vous pouvez soumettre votre projet à la Carte nationale des projets de Nature Canada via le lien publié dans le clavardage. La carte est intéressante. Il y en a plusieurs au Canada Atlantique, au Nouveau-Brunswick aussi. Alors, continuons sur cette voie-là afin qu'on puisse améliorer l'adhésion aux solutions Fonds de nature ici et ailleurs au Canada. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, suivez-nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à l'événement de la semaine prochaine, la quatrième partie de cette série de webinaires en 4 parties, le 5 février. Connaissances, données et renforcement des capacités. Canada, Adam Cheeseman avec Nature Nouveau-Brunswick, mes collègues Eleanor et Axel du Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick pour leur aide technique, et bien sûr à tous nos intervenants et vous qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci également au Fonds en fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick qui rend cet événement possible et au programme d'appui au bilinguisme du Nouveau-Brunswick du département d'affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick pour son soutien. Merci encore et à la semaine prochaine. Thanks everyone. Merci et à la prochaine.